Salut à toutes et à tous. Quartier Libre vous propose une petite nouveauté. Pour les fêtes de Noël, découvrez notre calendrier de l'Avent spécial artistes locaux. Une fois par semaine, nous vous dévoilons un artiste plein de talent à qui vous pouvez acheter vos plus beaux cadeaux de Noël. Bref, le meilleur moyen de soutenir des artistes indépendants et locaux. Et pour cette première vidéo, on fait la rencontre de l'artiste Limystique basé à Poitiers. Alors on est hyper contents, c'est notre première vidéo aujourd'hui pour Noël. Donc on va faire toute une série où on va présenter des artistes locaux pour donner des bonnes idées de cadeaux de Noël. Donc aujourd'hui on est chez toi Noémie, merci de nous accueillir dans ce si bel endroit qui est ton petit chez toi. Donc tu t'appelles Noémie, mais ton nom d'artiste c'est Limystique, blog sur Instagram. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu si tu devais te présenter? T'es illustratrice et créatrice, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Alors du coup je suis illustratrice depuis environ 2 ans et demi de manière professionnelle, mais ça fait très très longtemps que je dessine, que je peins, que je crée tout simplement. Et donc l'illustration, j'en fais pour des marques, des entreprises, des associations. C'est très global, je suis pas sur un domaine en particulier, je fais beaucoup de choses différentes. J'aime dire que j'ai une création multi-support justement. Et j'ai aussi une boutique en ligne où je fais mes propres créations, mes propres impressions et que je vends. Et du coup voilà, ça se divise un peu en pratique personnelle et pratique professionnelle. Et totalement indépendante puisque tu es ici chez toi et tu crées la plupart de tes œuvres ici. Oui, c'est ça. J'ai une pièce qui me sert donc d'atelier, qui est un petit bureau, on va dire, qui est chez moi. Et je crée principalement digitalement pour les marques, mais ça m'arrive aussi de faire des créations manuelles, notamment pour ma boutique et pour les marchés. Donc cette pièce me sert un peu à faire tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec l'illustration? Quand est-ce que tu as commencé à dessiner? Est-ce que tu dessines depuis que tu es toute petite ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard? Alors la création et le dessin, j'en fais depuis vraiment très longtemps parce que en primaire, je prenais des cours dans un atelier là où je faisais l'école et ensuite j'ai toujours eu une pratique personnelle qui était plus un hobby. C'est venu professionnellement plus tard pendant mes études supérieures. Donc j'ai commencé à découvrir l'illustration digitale avec la suite Adobe et ensuite sur iPad. Donc c'est venu petit à petit, c'était toujours une passion plus qu'une ambition professionnelle à la base et c'est vraiment en master où je me suis rendu compte que ça pouvait être un métier à part entière puisque le freelance existe. Et c'est comme ça que je me suis lancée en 2e année de master suite au grandissement de mon compte Instagram et j'ai commencé à recevoir des premières propositions. Donc je me suis lancée à cette période-là. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours puisque donc t'as pas directement été illustratrice, t'as pas fait des études forcément pour être illustratrice. C'est quoi ton parcours? Ça a été quoi ton master, ta licence? Alors après mon bac, je me suis dirigée vers un DUT qui était en 2 ans, maintenant c'est en 3 ans, qui s'appelle Métier du multimédia et de l'internet. Donc c'est un diplôme très global où on parle de communication, de création web, donc on fait aussi du code. C'est vraiment très très large, aussi de la vidéo, donc la photo, c'est super pour apprendre plein de métiers de la com. Et ensuite on se spécialise après le DUT, donc j'ai fait une L3 à la fac qui s'appelait licence Evman, c'est très particulier comme nom. C'est études visuelles, multimédia et art numérique. Il n'y en a qu'une en France, c'est à Champs-sur-Marne en région parisienne. Et suite à cette licence-là, je suis allée en master qui s'appelait directeur de création en design graphique, qui était en alternance, où j'ai pu du coup développer cette question de graphisme, de visuel, etc. Puisqu'à la base, je voulais être directrice artistique en design graphique. Donc c'était ça ma formation principale. Et comme je disais, l'illustration a toujours fait partie de ma vie. Donc j'ai bifurqué après ça. Mais du coup, ça reste quand même un peu lié puisque c'est des études visuelles. Bon, en fait, tu es ta propre directrice artistique maintenant. Voilà, c'est ça. Du coup, donc, tu disais que tu fais sur multi-support. Donc des illustrations bien sûr, mais tu t'es mis à la peinture, à la céramique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette pratique, ces techniques? Ouais, alors vu que j'ai toujours fait de la création manuelle au cours de ma vie, j'ai eu une grosse période illustration digitale puisque ça fait partie de ce métier-là et j'avais envie de retrouver cette pratique un peu traditionnelle, manuelle, pour sortir un peu des écrans, de l'iPad qui fatigue beaucoup et qui lasse un peu aussi parfois. Donc la céramique, la peinture, c'est vraiment une pratique personnelle. Je ne le fais pas pour des marques ou pour des entreprises.
Et je le fais pour moi, pour notamment les marchés de création qui me plaisent beaucoup et que j'essaye de faire tous les ans. Et c'est une pratique, pareil, la céramique, j'ai commencé à y toucher durant ces cours en primaire, donc vraiment ça remonte. Et j'y suis revenue parce que ça me plaît de mettre les mains dans la terre, de peindre sur des objets. C'est surtout ça qui me plaît dans la céramique, c'est d'avoir des objets physiques à la fin, illustrés. Et je trouve ça chouette aussi de sortir du print, de l'impression qui est plus plate, en 2D, etc. Et la peinture, c'est pour retrouver ce plaisir du pinceau, du mélange de couleurs qu'on n'a pas sur iPad. Parce que toi, quand tu passes sur iPad, est-ce que tu dessines d'abord ce que tu as envie de faire et ensuite tu le passes sur l'iPad? Comment tu fais? Pour les très gros projets où il y a une réflexion hyper poussée, etc., je fais des croquis sur un carnet, mais c'est hyper rare. Souvent, je passe directement au croquis, mais sur iPad. Okay. Donc c'est pour ça que le digital est vraiment 100% là, en fait, dès le croquis. Donc des fois, c'est cool aussi de sortir des écrans pour ça. Oui, donc tu avais perdu un petit peu la pratique finalement, vraiment à la main en étant sur iPad. Donc tu as la partie commande et la partie vraiment artistique. Comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à équilibrer et à continuer à créer comme tu le veux, ou est-ce que la partie commande vient prendre un peu le pas? Alors ça dépend surtout des périodes de l'année. Par exemple, en fin d'année, les marques, les assos, etc. Ont clôturé leur budget, donc il n'y a pas forcément de projets qui vont se faire. Il y en a qui sortent en fin d'année, mais il n'y a pas de nouveaux projets qui sortent. Ils attendent le début d'année suivante. Donc la fin de l'année, je me consacre vraiment à mes créations personnelles, notamment pour les marchés de créateurs, de Noël, etc. Et sinon, tout le reste de l'année, c'est quand même 70 à 80% des commandes de clients, de marques, d'entreprises qui prennent le pas sur ma création personnelle. Mais je réussis toujours à trouver un peu le temps. Par exemple, la céramique, c'est des cours qui ont lieu une fois par semaine. Donc je sais qu'il y a un créneau qui est dédié à ça. Et pour la peinture, c'est vrai que c'est plus compliqué. Souvent c'est lors des expositions où là je me consacre un temps à peindre pour faire des œuvres dédiées à cette expo et j'avoue que j'ai un peu perdu la pratique par exemple dans un carnet, etc. qui du coup passe en second plan quand j'ai des projets rémunérés et je me consacre forcément plus à cela. Bien sûr. Du coup, on parlait de céramique et bien sûr ici t'as pas la place pour avoir un four à céramique. Où est-ce que tu prends tes cours? Est-ce que c'est à Poitiers? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu le pratiques, à quel rythme la céramique? Ouais, alors la céramique, grâce à une amie, elle m'a parlé du CLP, donc c'est le Centre laïque Poitevin qui propose plein d'activités, que ce soit manuelles, mais il y a aussi sportives, linguistiques, etc. Donc c'est une association qui propose des cours adapté à comment on appelle ça, au budget des gens. Enfin, bref, il y a des forfaits qui sont relativement peu chers par rapport à d'autres ateliers de céramique. Et du coup, au niveau des cours, il me semble que c'est 28 ou 32 cours à l'année et c'est environ du coup une fois par semaine. Donc j'ai découvert ça vraiment cette année. Je me suis inscrite, ça marche par année scolaire, donc je fais ça depuis septembre. Et avant ça, je faisais ça dans les villes où j'étais, parce que je suis sur Poitiers depuis février. Donc c'est récent, Donc on a parlé de céramique, on a parlé de peinture. Si tu devais, toi, donner 3 incontournables de Noël à nos auditeurs, auditrices et personnes qui vont nous voir, lesquels ce seraient? Ils sont derrière toi, tu vas pouvoir nous les sortir. Et nous dire peut-être aussi, on a essayé de choisir des choses qui ont des prix un peu différents. Donc tout le monde peut acheter quelque chose pour Noël à des prix différents. Est-ce que tu peux nous montrer tes 3 sélections? Oui, pas de souci. Alors du coup... j'ai sélectionné 3 choses aussi qui étaient assez différentes les unes des autres. Donc en premier, on a un patch thermocollant. Donc ça, c'est par exemple des petites créations que je dessine et qui ensuite sont fabriquées par d'autres entreprises, mais que je prends plaisir justement à imaginer pour les marchés de créateurs. Donc voilà, c'est pour personnaliser une veste, un pantalon, un t-shirt, peu importe. Ensuite, donc ça c'est le cadeau plus classique, c'est les impressions qui peuvent être encadrées. Et moi j'ai une particularité, c'est que je fais que du fine art. Donc c'est une technique d'impression qui fonctionne avec 12 à 16 couleurs au lieu de 4. Donc ça fait ressortir vraiment les couleurs comme si elles étaient sur un écran.
Et donc voilà, c'est une qualité un peu supérieure et tout, que je prends plaisir à faire parce que la couleur fait vraiment partie Parce que ça, c'est vraiment une illustration print que tu as imprimée avec cette technique pour avoir des couleurs aussi intenses, quoi. Ouais, c'est ça. Et la texture aussi, du coup, ressort beaucoup plus. Donc voilà. Et ensuite, le troisième, ma préférée, c'est cette écharpe tissée qui a été faite cette année et dont je suis très fière aussi. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et elle tient chaud pour l'hiver. Et donc ça, tu l'as fait fabriquer. J'ai vu sur les réseaux que tu disais que tu l'as fait fabriquer, parce que ça peut se fabriquer un peu n'importe où, mais tu as essayé de vraiment le faire en Europe. Ouais. Alors, c'est une entreprise allemande. Il me semble qu'ils le font fabriquer au Portugal. Donc, c'est du Made in Europe. Je suis très contente de ça. Complètement. Voilà. Super, merci. Est-ce que tu peux nous dire peut-être les prix pour chacun ? Alors, pour le patch, on est à 12 €. Pour l'affiche, c'est 25. Et pour l'écharpe, c'est 40. Voilà. Donc, ça reste des prix raisonnables. Quand on parle notamment pour tes illustrations, moi ce que je vois beaucoup c'est que c'est toujours un peu lié, tes inspirations sont quand même un petit peu liées à la nature. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'inspire ? Est-ce que peut-être tu as aussi d'autres illustratrices que tu aimes beaucoup ? Tu pourras peut-être nous le montrer tout à l'heure dans ton atelier. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ta pratique ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce que tu aimes dessiner ? Oui, alors c'est vrai que la nature prend une grosse place dans mes inspirations. Et j'aime dire aussi que je suis inspirée par l'émerveillement du quotidien. Donc c'est rendre des petites choses banales qui pourraient sembler anodines, par exemple un objet, une plante en particulier, et les sublimer en leur insufflant un peu de magie, un peu de poésie. Donc moi c'est vraiment ça qui me plaît. Et c'est vrai que je fais beaucoup plus d'objets, de plantes que de personnages, mais j'en ai quand même quelques-uns des fois. Et voilà, et aussi beaucoup la couleur qui rentre en jeu, qui me plaît énormément, et c'est ça avec quoi je m'amuse, quoi. Oui, c'est vrai que les couleurs c'est prédominant à la fois dans ton chez-toi, à la fois dans tes illustrations, et t'arrives du coup à trouver des techniques qui te permettent de les faire ressortir encore davantage en fait. Oui, c'est ça. Alors avant je faisais des impressions CMJN, donc c'est des impressions basiques que la plupart des gens font, et j'ai découvert ensuite la risographie, qui est une technique très chouette, avec des couleurs fluo, etc. Et avec des vraies textures en plus. Oui, et avec des vraies textures. Et ensuite, j'ai découvert le fine art. Donc maintenant, je fais que de la risographie ou du fine art. Pour des packaging ou des objets, etc., je reste sur l'impression classique. Mais pour ce qui est vraiment l'objet d'art qu'on encadre, etc., je préfère me tourner vers des techniques qui font vraiment ressortir la couleur et qui permettent d'avoir un plus joli rendu. Alors ici, tu peux pas avoir une imprimante riso. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Alors des ateliers de risographie, il y en a partout en France. Il y en a justement un qui est près de Poitiers à Ligugé, mais qui malheureusement ne prend pas de commandes de particuliers, de petites commandes pour le moment parce qu'elle était très prise, etc. Peut-être que ça arrivera. Donc pour l'instant, je passe par des ateliers à Paris que je connaissais déjà quand je faisais mes études, ou à Bruxelles, qui pas très loin non plus et qui fait des très chouettes impressions. Et à la Fanzinothèque, à l'époque, ils avaient une machine riso, peut-être que ça reviendra. Ouais, je sais qu'eux, ils sont plus connus pour la sérigraphie. Exactement. Qui est une très chouette technique aussi, que j'aime beaucoup, mais qui est aussi encore plus dure à mettre en œuvre, parce que c'est même encore plus artisanal que la riso. Donc voilà. Et la sérigraphie, est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu aimerais en faire davantage ? Alors la sérigraphie, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire moi-même. J'ai fait une collaboration avec un atelier de sérigraphie, qui lançait ses éditions d'artistes, donc j'ai créé des œuvres pour de la sérigraphie, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire moi-même, et c'est vrai que ça me plairait beaucoup. C'est génial, j'adore. C'est quand même professionnel depuis peu de temps. Comment est-ce que tu vois ta pratique déjà évoluer depuis qu'elle devient professionnelle ? Est-ce que tu as des envies d'aller vers d'autres horizons ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? Alors c'est vrai que là, depuis que mon compte Instagram se fait de plus en plus connaître, je reçois beaucoup de demandes pour mon plus grand plaisir. Donc ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir toucher à plein de choses justement, plein de domaines, plein de supports. Par exemple, cette couverture a été créée en collaboration avec une marque, et ma plus grosse satisfaction, c'est d'avoir des objets à la fin qui puissent être palpables, que je puisse garder. Et si j'aimerais me tourner vers d'autres horizons, en ce moment, une de mes grosses envies, ce serait d'illustrer un livre. Alors pas que j'ai forcément écrit moi-même, mais par exemple un livre jeunesse qui serait écrit et que j'illustre. Ça, ce serait vraiment un chouette projet qui me plairait beaucoup.
Donc petit appel à ceux qui nous regardent, voilà, elle fait des super illustrations, n'hésitez pas. Justement, donc tu disais que ton compte Instagram a grandi, c'est aussi un peu grâce à ça que finalement ça a créé aussi ta notoriété. Comment tu arrives aussi à jongler entre créatrice de contenu finalement et ta pratique vraiment artistique? Ouais, c'est vrai que ça c'est une question, et même sans parler de création de contenu, mais tous les à côté, compta, administratif, etc. Il faut vraiment savoir se dégager du temps pour un peu tout, puisqu'on endosse toutes les casquettes quand on est freelance, et c'est un peu compliqué. Après, Instagram, en fait, je suis sur ce compte depuis 2018, donc j'ai commencé à prendre le pli depuis quelques années quand même, du fait de partager, d'être régulière, etc. Selon les périodes, c'est plus compliqué quand, par exemple, il y a un très gros projet qui demande beaucoup de temps, ou comme là où je fais la préparation des marchés, donc je suis vraiment 100% prise. Donc j'essaye de quand même être indulgente avec moi-même. Je publie pas tous les jours, loin de là, ni parfois toutes les semaines. Ça arrive qu'il y ait des grosses périodes de pause, mais je pense que les gens sont indulgents aussi, et du coup ça pose pas trop de soucis à partir du moment où on tient quand même les gens au courant, notamment en story, ça aide. Et voilà, même si Instagram ça reste aussi un plaisir, et c'est pour ça que j'ai pas trop de mal à le faire, mais je sais que pour certaines personnes c'est plus compliqué. Oui, parce qu'il y a vraiment une obligation d'être là en permanence, surtout sur les débuts. Peut-être qu'une fois qu'on est en place c'est moins gênant, mais il y a un truc de donner quelque chose à voir. Après tu peux peut-être utiliser aussi ta création pour faire de la création de contenu en même temps, j'imagine. Tu dois un petit peu... Ouais, c'est ça. Ce qui est compliqué, c'est aussi que, par exemple, si on a une boutique en ligne, la communication va beaucoup aider pour faire des ventes. Si forcément on parle pas de ce qu'on vend, on vendra pas. Donc il y a aussi cet aspect-là de financier qui est compliqué, parce que si on n'est pas visible, on se fait pas connaître, donc on a moins de projets, etc. C'est un peu un cercle vicieux. Et je pense que j'ai un peu relâché la pression, dans le sens où effectivement maintenant que j'ai une grosse communauté, ce qui est compliqué à mettre en place, ça arrive pas du jour au lendemain, je sais que je resterai visible même si je publie pas pendant 2-3 semaines, donc c'est aussi un gros soulagement. Mais c'est vrai que il y a cette épée un peu au-dessus de la tête, où il faut rester présente, rester visible pour continuer à ce qu'on parle de nous, et voilà. Je comprends bien. Tu habites à Poitiers. Oui. Avec Quartier Libre, on aime défendre le fait qu'il se passe plein de choses à Poitiers. On s'est rencontrés sur un vernissage de Toine à Poitiers. Si tu devais, toi, donner un endroit au Poitevin, Poitevine que tu adores et que tu aimerais partager avec eux, ce serait lequel, ton endroit préféré pour sortir? Pour sortir, alors tu parles d'un bar ou plus culturel? Culturel, du coup je dirais le Confort Moderne. Parce que c'est une place où il y a beaucoup de choses différentes, notamment des concerts, c'est pour ça qu'ils sont le plus connus, mais il y a aussi un espace d'exposition, d'art contemporain, et il y a aussi la Fanzinothèque, qui d'ailleurs en ce moment est en difficulté, donc il faut soutenir la Fanzinothèque, parce que c'est très chouette comme endroit, et c'est la seule, il me semble, en plus en France, donc voilà. Alors il y en a plein, mais en tout cas c'est l'une des plus grandes d'Europe. C'est la plus grande, voilà. Donc presque du monde entier, donc c'est quand même quelque chose. Merci beaucoup pour ce moment. On va aller faire une petite visite de ton atelier maintenant. Là on est sur la partie un peu centrale de ton travail, avec ton plan de travail. Qu'est-ce qui ressort un peu, et quelle est la pratique de cet endroit-là? Alors du coup ça c'est vraiment le bureau où je crée tout. Donc que ce soit sur ordi ou peinture sur céramique, bref, c'est vraiment, comme tu l'as dit, l'espace principal. Et j'essaye d'être un minimum organisée pour pas que ce soit le bordel. Donc déjà... C'est pas un minimum, c'est aller hyper organisée. Ah oui, ouais, c'est vrai. Du coup, déjà, à chaque fois que je termine quelque chose, je le range, parce que sinon, on s'y retrouve pas. Et donc j'ai aussi quelques petits espaces pour avoir les choses à portée de main. Donc notamment dans des pots, donc là il y a tous mes pinceaux, là c'est des feutres, là c'est des stylos un peu de tout quoi. Et après ici qui est normalement un rangement pour lettres, moi je mets mes nuanciers, donc il y a mes nuanciers Riso, mes nuanciers pour les stickers, pour les papiers, voilà il y a un peu de tout. Ah bah tiens, on parlait de Riso tout à l'heure, est-ce que tu peux montrer ton nuancier Riso? Donc ça c'est le nuancier de Quintal, qui est un atelier à Paris, mais il faut savoir que, comme on le disait en off tout à l'heure, il y a une seule entreprise qui fait les encres Riso, donc en fait tous les ateliers ont les mêmes encres. Donc ce nuancier là
celle-là est valable pour tous les ateliers. Après, ils les ont pas forcément toutes les couleurs, mais s'ils ont le violet, et ce sera le même violet dans tous les ateliers. Donc c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir un nuancier pour les couleurs de Rizzo. En fait, c'est une texture très granuleuse qui permet, selon le pourcentage d'opacité, d'avoir des nuances bien différentes. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup parce que ça redonne un petit côté fait main à l'illustration. Presque pochoir, quoi, ça fait vraiment pochoir. Et est-ce que toi, t'as une couleur qui est vraiment ta couleur favorite? Oui, alors sans surprise, je pense, c'est le rose fluo qui est là. Je crois que c'est pareil pour moi. Trop cool. Donc t'as tes nuanciers, tes pinceaux, tes crayons, et en face de nous, on a toutes tes affiches avec à la fois tes affiches à toi, par exemple celle-ci, celle que tu as fait pour 8-6, qui est une friperie qu'on adore à Poitiers bien sûr, et il y a aussi des illustrations d'illustratrices que tu aimes beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire peut-être les deux qui, tu me le disais tout à l'heure, ont un peu marqué ton histoire dans l'illustration? Oui, alors donc la première c'est Ectomorph, qui a une petite carte là en confiture. Ouais, c'est ça. Donc qui est une illustratrice qui à ses débuts faisait du noir et blanc, donc vraiment très éloignée de ma pratique, mais c'est celle qui m'a inspirée à me lancer sur Instagram et sur YouTube aussi, parce que c'est aussi une youtubeuse. Et ensuite par la suite, sa pratique est devenue très très colorée, donc finalement on s'est un peu rejoints. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui on a des inspirations très communes et parfois on publie des choses similaires sans se concerter. Donc je pense que c'est la personne que je rejoins le plus dans ma pratique. Et la deuxième, elle est pas affichée, mais j'ai son livre ici. C'est Natasha Birds. Donc elle, c'est pas une illustratrice, c'est plus une artiste plasticienne. Donc elle est peintre et céramiste aussi, du coup. Et pour le coup, je l'admire beaucoup. La preuve, j'ai sa petite dédicace. Et voilà, elle, du coup, c'est plus inspirée de la nature et des fleurs surtout, de la féminité. Voilà, j'aime beaucoup. Génial. Oui. Comment tu l'as rencontrée? Comment t'as retrouvé son travail? Eh bien, je l'ai connue sur YouTube aussi parce qu'elle faisait des vidéos à l'époque. Aujourd'hui, sa chaîne n'existe plus, mais elle est toujours très active sur Instagram. Et elle fait de plus en plus des expositions avec ses œuvres. À la base, elle faisait aussi que du digital et elle a bifurqué sur la peinture à l'huile, donc vraiment totalement différent. Et en fait, à force de venir à des événements, etc., elle a commencé à me reconnaître entre guillemets. Et je la connais pas personnellement, mais c'est vrai que elle a une place dans mon cœur. Et voilà, parfois je reçois ses publications. Génial. Et ici, donc, on a aussi ce que tu prépares pour les marchés de créateurs. Donc, on a ces petits porte-clés que tu as fait. C'est des porte-clés ou en tout cas porte-porte. Ça peut être un peu de tout, mais moi je les ai pensés pour des décorations de sapin. Ah, génial! Trop bien! Qui sortent un peu de l'imagerie de Noël, puisque j'aime bien mettre des éléments de mon travail dans plein de choses différentes. Donc voilà, ça peut être des décorations de Noël, ça peut aussi être accroché sur un mur, ça peut, oui, comme tu dis, faire office de porte-clés. Après, c'est un peu gros pour un porte-clés. Pour moi, c'est parfait, je perds tout le temps mes clés. C'est vrai. Nickel. Voilà. Et donc ça, c'est de la découpe de bois qui est ensuite peint à l'acrylique. D'accord. Et t'as fait où tes découpes de bois? C'est toi qui les as fait? Grâce à cette machine. Oh, waouh! Génial! Grâce à la X2. Du coup, allons de l'autre côté. Let's go! Et donc là, tu as ce que tu disais tout à l'heure, vraiment, là, c'est la partie technique. Donc, tu as une imprimante classique et tu as cette chose qui a l'air incroyable. Raconte-nous. C'est ça. Alors, du coup, c'est la deuxième partie de cet atelier où je mets surtout les machines qui prennent de la place. Donc, comme tu disais, l'imprimante, mais qui me sert pas à imprimer mes illus, mais vraiment plus les timbres, les packaging, tout ça. Ensuite, on a la petite machine de découpe Cricut qui, elle, sert plus à découper du papier. Et cette grosse machine-là me sert à découper dans des matériaux plus épais, donc le bois et l'acrylique. Et je suis très très heureuse de l'avoir parce que ça a transformé ma pratique. Donc voilà, c'est un peu contraignant à utiliser parce qu'il faut déplacer le bureau à la fenêtre parce qu'il y a une aération qui du coup permet de enlever les copeaux de bois, la poussière et tout ça. Mais voilà, très pratique pour justement faire plein de créations très très chouettes. C'est avec elle aussi que j'ai fait le tigre qui est affiché au mur.
Ok, donc tu peux vraiment... alors j'imagine qu'il y a une dimension un peu maximum. C'est quoi la dimension? Oui, c'est 30 par 30, okay. La dimension maximum. Bien sûr, ces machines-là, elles sont justement faites pour pouvoir les avoir chez soi. Mais après, il y a des Fab Labs où c'est des machines identiques, mais beaucoup plus grosses, qui permettent de faire des plus gros formats. Et c'est chouette aussi, mais au moins, à la maison, on peut faire aussi des choses. Et Fab Lab à Poitiers, par exemple, on a les usines des Gugé. Exactement. Ok. Ça, c'est de la céramique que tu as fait? Oui, mais je les ai justement récupérées cette semaine. Trop beau. Parce que la céramique, c'est une pratique très longue. Il faut faire une première cuisson, puis une deuxième. Et puis, voilà, c'est vraiment long. Ouais, parce que ça, c'est des pièces que j'ai fait en septembre. Je viens juste de les récupérer. Ok. Et je suis très contente. Ah oui, il est incroyable. Ouais. Il est trop beau. Donc, pareil, c'est mes illustrations, mes éléments que j'aime bien mettre un peu partout. Et c'est ce que je disais, j'adore en fait partir d'un élément et le transposer sur plein de supports différents. Donc par exemple cet œil-là, on l'a vu sur les découpes en bois, on le revoit sur la céramique, on le revoit sur des impressions riso. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Ou hop, sur cette main par exemple. Ah ouais, trop beau. C'est trop bien. Ça met combien de temps à peu près là pour le moment où t'as moulé, le moment où t'as attendu que ça sèche, où t'as peint, peut-être t'as verni, je sais pas, ça a mis combien de temps? En fait, si j'avais moi-même mon propre four, ça pourrait prendre moins de temps. Mais vu que là c'est une pratique d'atelier, on est beaucoup, donc il faut attendre que le four soit rempli, que la prof soit disponible, etc. C'est pour ça que ça met aussi beaucoup de temps. Okay. Mais en général, donc une pièce, une fois qu'elle est moulée, il faut attendre quelques jours qu'elle sèche. Ensuite, il faut du coup peindre à l'engobe par-dessus. Là encore, il faut attendre quelques jours que l'engobe sèche. Ensuite, elle part dans une première cuisson environ 24 heures. Après, il faut qu'elle refroidisse. Ensuite, on l'émaille. Donc, c'est le vernis un peu transparent là, qui est en fait du verre qui fond au four. Et elle repart pour une cuisson encore plus haute température. Alors, je sais plus exactement le temps de cette deuxième cuisson, mais on va dire que c'est environ 24 heures aussi. Et après, c'est bon, on peut la récupérer. Et après, tu le peins avant. Tu le peins à quel moment? Après le premier séchage. Ah oui, ok. Après le premier séchage, tu le peins. Ouais. Ok. Incroyable. Et ce qui est génial avec les céramiques, c'est que ça prend un peu des formes dont on s'attend pas. Enfin, il y a des petits accidents qui font aussi la beauté du format final, quoi. Ouais, c'est ça. Alors moi, je travaille à la plaque, donc c'est on étale en fait la terre et on découpe des plaques pour former des formes. Il y en a qui font au tour. Le tour, ça fait plus parfait. Et moi, j'aime justement ce travail de la plaque parce que il y a des irrégularités qui font ressortir le fait main. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus. Carrément. C'est trop bien. Bravo. C'est trop beau. Merci. Et puis là, on a l'endroit où tu peux peindre. Donc ça, c'est quelque chose que tu as imprimé pour le coup, c'est pas quelque chose que tu as peint. Du coup, ça, c'est de la risographie, comme on en parlait tout à l'heure. Je l'ai mis là en attendant de faire une toile, parce que j'ai des toiles qui attendent, mais comme on disait, il faut trouver le temps. C'est une pratique très longue aussi qui demande d'avoir un moment pour le faire, et puisqu'en ce moment, il fait nuit très tôt, c'est plus compliqué. Mais du coup, voilà, j'ai ce chevalet qui m'attend patiemment. Ouais. T'as pas de création là que t'aurais peinte Eh bien non, puisque en fait il y a une exposition collective qui a lieu à Bordeaux là début décembre, et donc j'ai donné toutes les œuvres pour cette expo là. Voilà, je les récupérerai après. Sauf si elles sont vendues. Là, en actualité de Noël, on parlait des petites créations que toute personne peut acheter sur ton site en ligne. Oui. Mais ce qui est génial dans l'actualité de Noël, c'est que tu as fait les vitrines de BHV au Marais à Paris. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette collaboration incroyable? Oui, c'est eux qui m'ont contactée au printemps et ils m'ont proposé d'illustrer toute la communication et les décors des vitrines de Noël. Donc au début, j'y croyais pas trop. Et puis j'ai dit oui, bien sûr. C'est un projet hyper chouette et surtout une belle opportunité. Ce qui m'a évidemment plu, c'est de découvrir mon univers en aussi grand, en fabrication, etc. Je trouve ça chouette de passer de l'écran à quelque chose en 3D. Et voilà, j'ai correspondé en fait au thème de cette année qui était Color Pop. Donc mon univers très coloré et j'ai eu vraiment une grosse liberté là-dessus. Il y avait une direction bien sûr qui était de
d'illustrer pour les vitrines des pièces de la maison. Mais après, j'ai eu une très très grosse liberté, donc j'ai pu m'amuser avec mes couleurs, mes motifs, et c'était vraiment un super projet dont je suis très fière d'ailleurs. C'est trop bien, bravo. Ouais. Comment ça s'est passé, puisque donc, tout a été construit ensuite en 3D, donc toi tu as livré tes illustrations, et eux comment ils ont mis ça après en réalité augmentée quoi? Alors en fait j'ai travaillé donc uniquement sur iPad digital pour avoir des fichiers en très grande dimension, très grande qualité, etc. Et eux ensuite ils ont toute une équipe de graphistes qui met en page par exemple pour le catalogue, qui met en forme, etc. Et après ils font appel à des sociétés de fabrication de décors, donc de scénographie, qui travaillent pour toutes sortes de domaines. Et je sais que par exemple pour les lutins ils ont fait appel à une marionnettiste qui les a fabriqués en tissu et qui ensuite sont animés. Donc voilà, il y a plein de gens qui ont travaillé autour de ces vitrines et je suis que le point de départ au final, mais voilà, je suis très fière de tout ça. Et en plus vraiment l'endroit où à peu près toute la France passe à Noël au moins une fois, donc c'est génial. Et quand tu les as vus, ça t'a fait quoi? Franchement j'ai été super émue, j'avoue, j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme. En plus c'est Léna Situation qui était la maîtresse de cérémonie et du coup c'est une personne que j'admire énormément qui aussi a fait partie de ma construction sur YouTube, donc c'était très émouvant et quand les rideaux se sont levés de mes vitrines, j'avoue j'ai pleuré. C'est trop bien, bravo. Ouais, merci beaucoup. Trop cool. Merci.